Vous êtes sur For You Media, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous regardez Carte Géopolitique, votre programme hebdomadaire sur votre télévision panafricaine. Eh bien, à bas la France, vive Poutine et la Russie, c'était donc les cris des manifestants dimanche dernier dans les rues de Niamey. C'est au Niger, des manifestations déjà bien sûr enregistrées, on le note, dans d'autres pays africains tels que le Mali, la RCA ou encore le Burkina Faso. Alors, comment interpréter cette énième manifestation? Qu'est-ce que cela augure justement sur la scène géopolitique internationale? On essaiera d'en parler, bien sûr, de commenter avec nos invités. Puis, on fera également un crochet pour parler de la guerre russo-ukrainienne. Où en est-on au moment où plusieurs experts annoncent la défaite de la Russie face à l'Ukraine? Alors, est-ce que c'est réellement le cas? La Russie, grand allié de l'Afrique, est-elle donc en danger ou tout simplement en difficulté? On en parle également dans un instant. Et voilà, pour en parler dans le cadre de cette émission, je m'en vais rapidement présenter ceux qui sont avec moi ce soir. Une dame, Dr Kanga, vous êtes linguiste, souverainiste africaine également. Bonsoir, docteur, et merci d'être là. Bonsoir, Manuela, Manuela Sikedumbe. Bonsoir, Tapé Grobera. Et puis bonsoir, je n'ai pas le nom affiché pour le copanéliste qui nous accompagne, qui nous fait l'honneur. Je voudrais ici saluer toute l'équipe qui est à pied d'œuvre pour que cette émission soit possible. Et puis je tiens particulièrement à remercier ceux qui ont créé cette chaîne pour nous permettre de pouvoir dire ce que nous avons sur le cœur, ce que les Africains ont à dire sur le cœur, dans le cœur et sur le cœur. Et je tiens à les remercier particulièrement parce que sans eux, cette émission n'aurait pas eu lieu. Donc je les remercie infiniment et j'espère longue vie à cette œuvre magnifique qu'est For You Media et que on puisse vraiment éveiller cette Afrique qui a tant besoin de savoir, tant besoin d'être instruite, tant besoin d'avoir beaucoup de choses à connaître et pour pouvoir mieux s'émanciper parce que ce continent a besoin, après tant d'années d'esclavage, a besoin de se lever, d'être fort et d'être regardé d'égal à égal. Nous qui vous remercions également, Dr Kanga, merci de nous accompagner dans cette aventure et toujours de nous, voilà, d'être disponible pour nous à chaque fois que nous faisons appel à vous. Merci également. Charlie Kenyé, vous êtes aussi avec nous ce soir. Vous êtes analyste stratège également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Manuela Sike, bonsoir au docteur Tapé, bonsoir à mon très cher grand frère de l'autre côté, l'enseignant de mathématiques, dont tout à l'heure j'ai apprécié le développement, l'analyse. Je salue vos millions de téléspectateurs. Je vous salue, vous particulièrement, Manuela Seke, je salue votre honorabilité, votre respectabilité. Je salue également ceux qui sont sur le plateau avec vous. Je salue nos techniciens par qui nous pouvons émettre le Parlement. Nous aspirons, comme à l'accoutumée, être à la hauteur des attentes qu'ils ont placées en nous. C'est moi qui vous remercie une fois de plus de cet honneur que vous me faites en me conviant à cette messe intellectuelle. Merci également à vous, Charlie Kenyé. Merci d'être là ce soir. Tapé Goubrera, vous êtes également avec nous. Merci aussi d'avoir accepté cette autre invitation sur For You Media. Vous êtes enseignant et président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique. Bonsoir.
Bonsoir Manuel Asiké, merci pour l'invitation. Je profite aussi pour saluer le docteur Kanga, mon frère Charles Kenyé, toutes les personnes qui ont permis la création de cette chaîne et la réalisation de cette émission. Parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, nous voulons, nous, de manière modeste, apporter notre contribution à la manifestation de la vérité, à l'émancipation de l'Afrique. Et c'est un honneur pour notre mouvement que nous soyons invités auprès de ces illustres invités. Merci pour l'invitation. Merci une fois de plus à vous également. Et puis l'autre invité ici sur le plateau avec moi, M. Bertrand Tatinda, plusieurs casquettes en politique, mais vous êtes également analyste. Merci à vous d'être là, M. Tatinda. Merci Madame Siké de m'avoir invité. Bonsoir à vous, très nombreux téléspectateurs. Je suis très content de retrouver les plateaux de cette chaîne. Bonsoir à Madame Kanga. Nous n'avons pas souvent l'habitude de voir des dames dans des débats panafricanistes, ça débat, ça discute, des fois même ça crie. Ce sont des grandes gueules, les panafricanistes. Nous sommes très fiers de la voir. J'espère qu'elle ne va pas nous... qu'elle sera toujours là, qu'elle ne se gêne pas, elle sera attaquée. Les panafricanistes sont très attaqués, qu'elle soit courageuse, qu'elle soit là dans ce combat. À mon frère Kenyé. Lui, c'est un os dur. J'ai l'habitude de dire le plus doué de sa génération sur les questions de sécurité, de géostratégie. Et M. Goubera. Que dire de M. Goubera? C'est-à-dire quelqu'un qui a une analyse extrêmement pointue. Merci, je crois qu'on va faire un excellent débat sur une thématique sur des thématiques éminemment importantes. Merci Madame Siké de m'avoir invité. Merci également à vous, une fois de plus, Monsieur Tatinda. Eh bien, je vous propose, chers téléspectateurs et chers invités, de planter le décor avec ce reportage de nos confrères d'Africa News. On le rappelle, la première thématique porte justement sur ces différentes manifestations, du moins précisément la manifestation de dimanche dernier du côté de Niamey au Niger. Les populations sont descendues dans les rues. Elles demandent le départ de la force française Barkhane. Ce sera une analyse géopolitique dans le cadre de cette émission. Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale nigérienne Niamey contre la force anti-djihadiste française Barkhane avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Nous ne voulons plus de vous. Poussés hors du Mali, quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel, notamment au Niger, l'un des principaux alliés de la France dans cette région. Le slogan anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger, qui aliène notre souveraineté, qui est en train de déstabiliser le Sahel. La France aujourd'hui empêche toute possibilité de collaboration et de coopération basée sur la confiance entre notre pays et le Mali pour endiguer le terrorisme qui n'est qu'une invention et une création de la France à partir de l'assassinat de Kadhafi. Ces derniers mois, plusieurs manifestations anti-françaises ont lieu au Sahel, notamment fin novembre 2021, lorsqu'un convoi de Barkhane parti d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour rejoindre Gao au Mali avait été caillassé par des manifestants à Kaya au Burkina Faso. Décidé de sortir pour dire non, pour que le monde entier sache que vraiment nous ne sommes pas derrière la petite France. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Dans le courant du mois d'août, le mouvement M62, à l'origine de cette manifestation, avait lancé une pétition contre la présence de Barkhane au Niger. Eh bien voilà, pour ouvrir le débat, je vais commencer par vous, Charlie Kenyé. Eh bien, ces manifestations au Niger, le Niger qui a toujours été pourtant considéré comme l'un des meilleurs alliés de la France en Afrique. Aujourd'hui, il y a ces manifestations anti-force Barkhane. Comment comprendre cela? Comment est-ce que vous expliquez justement ces manifestations? Bien, déjà, après lecture du reportage, il est impératif de rappeler à la conscience africaine que nous, les peuples africains, nous, les panafricanistes, nous n'avons pas
un problème avec le peuple français. Oui. Parce il y a un mot qui est très bien construit par la DGSE française, par le renseignement français, de nature à faire comme si les peuples africains, les panafricanistes avaient un problème particulier avec le peuple français. Non, nous avons un problème avec l'oligarchie impérialiste qui est au pouvoir actuellement en France et qui a des lobbies très puissants jusqu'au niveau d'un certain nombre de associations internationales qui justement veulent prendre l'Afrique comme étant leur chasse gardée. Parce qu'il faut rappeler également que le combat que nous menons aujourd'hui, il y a des Français qui également mènent ce combat. Je tiens à vous rappeler qu'on a assisté à des manifestations il y a quelques jours, des Français qui sont descendus par milliers, par millions dans les rues de Paris pour appeler justement à la démission du président Emmanuel Macron, comme quoi celui-ci ne travaille pas dans l'optique véritablement de résoudre les problèmes du peuple français. Donc, nous respectons ces personnes-là, nous travaillons aux côtés des peuples libres du monde. Ça veut dire que à l'intérieur de la France, il y a également un certain nombre de personnes qui partagent le combat qui est le nôtre parce que c'est un combat de la liberté des peuples, un combat d'émancipation, un combat du respect de la personne humaine. Donc vraiment, c'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anti-oligarchique français. Pour revenir à la thématique, il faut rappeler très clairement que ce que nous vivons du côté du Niger est atypique en son sens, en tout point de vue. C'est-à-dire que voilà une force qui a échoué partout où elle était. Je parle ici de la force Barkhane. C'est-à-dire qu'au Mali, en 9 ans de présence militaire, non seulement elles n'ont pas résolu le problème djihadiste, mais elles ont fait que créer des problèmes au Mali parce que jusqu'à leur départ, le Mali avait perdu plus de la moitié, pratiquement 70% de son territoire. N'eût été l'arrivée de cet acteur géopolitique qu'est la Russie, je crois que le Mali aujourd'hui s'est entre les mains des rebelles. Et pourtant, la France y était. Cette même France également a échoué du côté de la République centrafricaine avec l'opération Sangaris. Donc aujourd'hui, chasser du Mali comme des malpropres, on est sidéré de voir que vous avez un président du côté du Niger qui se dit prêt à les recevoir. Est-ce que cette décision a eu l'assentiment du peuple? Et quand je parle du peuple, je parle des représentations qui parlent au nom du peuple, à savoir l'Assemblée nationale, parce que la marche du M62 s'est terminée devant l'Assemblée nationale pour justement interpeller les parlementaires à véritablement parler au nom du peuple. Parce qu'on a comme l'impression que le président de la République a pris cette décision de façon unilatérale sans véritablement consulter les forces vives de la nation. Il faut également faire savoir que il y a de cela quelques années, je rédigeais un article justement qui parlait de la force Barkhane, avec également le G5 où je démontrais à ce fait que c'était une force qui était programmée pour et qui ne pouvait pas résoudre les problèmes de sécurité dans la bande sahélo-sahélienne. Aujourd'hui, selon les dernières statistiques des Nations Unies, on a pratiquement 40 000 Nigériens qui sont des réfugiés internes dans leur propre pays, c'est-à-dire qui ont fui les zones de guerre, qui ont fui les combats du fait de la progression des organisations qui recrutent. On parle ici de ISWAP, c'est-à-dire Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. On parle de AQMI, on parle de l'État islamique. Tous des organisations terroristes qui menacent au quotidien la sécurité et la quiétude au Niger. Alors, on a de se poser la question, est-ce que le Niger n'a pas une armée ici? Est-ce que le Niger n'a pas un accord de coopération avec la France ici? Est-ce qu'il n'y a pas de base militaire française au Niger? Si. Alors, comment est-ce que le Niger, au quotidien, subit des attaques? Récemment, je crois que c'était dans la ville d'Inates, on nous parlait d'une attaque qui a causé mort de pratiquement 100 Nigériens, des civils, y compris des militaires. Mais expliquez-moi scientifiquement, et là, c'est le stratège qui parle, comment des terroristes en convoi sur des motos, sur des blindés légers, en convoi sur pratiquement 1 kilomètre peuvent attaquer une position de l'armée nigérienne sans que les forces françaises, c'est-à-dire que le commandement de la force française Barkhane sur le territoire nigérien ne l'aurait pas vu venir, puisqu'il faut rappeler qu'il n'y a pas que la France qui est présente au Niger. La France a une base militaire au Niger, mais également il y a les États-Unis qui sont présents au Niger. Ils ont une base militaire du côté d'Agadez, dans le nord du Mali. Et au même titre que la France, les États-Unis ont cette base-là avec une possession, je crois qu'ils ont pratiquement 2 drones. La France également a 2 drones qui
quadrille en permanence l'espace aérien de la bande sahélo-sahélienne. Ça veut dire qu'en permanence, il y a un œil dans le ciel, je ne vous parle même pas des satellites. Alors expliquez-moi comment des personnes qui en permanence ont un œil sur le ciel du Sahara n'ont jamais vu des attaques. Des personnes qui se déplacent sur des motos avec des colonnes de blindés légers sans pouvoir signaler aux forces armées nigériennes que vous êtes en danger. Véritablement, il y a problème. La seconde question qu'il faut se poser, c'est que quand on analyse même les attaques de ces bandes djihadistes, sur le cas précisément d'Inates, on se rend compte que c'était des attaques très structurées. Premièrement, ils ont commencé par détruire la poudrière. Quand je parle de la poudrière, je parle justement du lieu qui abrite les armes, qui abrite les munitions en cas d'attaque. Donc, ils ont détruit la poudrière avec une frappe chirurgicale, comme quoi les positions géographiques, les coordonnées géographiques de la poudrière leur avaient été communiquées. Par qui? Point d'interrogation. Donc, quand on voit l'événement des attaques, quand on étudie comment cela s'est passé, on comprend très bien qu'ils ont reçu du renseignement. D'ailleurs, il y a un think tank du côté du Bénin qui a été produit concomitamment avec l'aide du général Béhanzin, qui démontrera, suffit que la plupart des officiers des pays ouest-africains, précisément des pays francophones, et même du Niger, sont très remontés contre les politiques. Précisément, dans le cas du Niger, le président Bazoum, parce que selon eux, les accords de coopération qui lient les pays d'Afrique francophone, précisément le Niger, avec la France, n'ont jamais été respectés, parmi lesquels le partage du renseignement. On a comme l'impression que le renseignement recueilli justement par la force Barkhane sur le sol nigérien, c'est les intérêts des rebelles. Parce qu'à chaque fois, ces rebelles-là attaquent les positions de l'armée, ils sortent vainqueurs, ils sont inquiétés et ce sont les populations qui en pâtissent. Donc, véritablement, il y a raison de se poser la question, de réfléchir pour qui roule la force Barkhane sur le sol nigérien. Et je puis vous rassurer que la force Barkhane sur le sol nigérien roule pour tout le monde, sauf pour l'État nigérien. Pour preuve, comment vous expliquer que cette même force Barkhane, lorsqu'elle était stationnée dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire la zone qui traverse le Niger, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, lorsque la force Barkhane était présente dans ces régions-là, il ne se passait pas une journée sans que nous assistions à des attaques terroristes qui en permanence causaient des morts, que ce soit les populations civiles ou encore les forces armées des pays respectifs présents dans ces localités. Mais depuis que la force Barkhane a quitté la zone des 3 frontières, parce que c'est une zone aujourd'hui qui est sécurisée par les armées des forces respectives de ces pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, depuis pratiquement quelques semaines, on observe une certaine accalmie de ce côté-là. Donc il n'y a même plus, on ne voit plus, on ne constate plus d'attaques des terroristes. On a comme l'impression que le calme est revenu de ce côté-là. Comment est-ce que vous allez expliquer ça? Lorsqu'ils étaient, chaque jour on assistait à des attaques, des pertes en vies humaines, des pertes de la population, des pertes civiles là-bas. Mais depuis qu'ils sont partis, c'est le calme, tout est devenu tranquille. On observe quelques attaques sporadiques, mais qui sont très bien contenues par les armées qui sont là-bas. Mais malheureusement, les armées qui sont là-bas arrivent à ramener la paix et pourtant n'ont pas la même logistique dont disposait la force Barkhane. Ils n'ont pas un œil sur le ciel comme disposait la force Barkhane, mais ils arrivent quand même à apporter la calmie. Là où la force Barkhane était présente, on n'avait pas de calme. Donc, il y a une nature à s'inquiéter, il y a une nature également à questionner les autorités nigériennes sur le rôle trouble qu'ils entretiennent de ce côté-là. Je pense que il y a de cela quelques mois, on a vu comment le peuple nigérien s'est levé comme un seul homme pour empêcher le convoi de la force Barkhane qui justement quittait le Mali pour quitter le Burkina Faso justement pour rejoindre le Mali, pour rejoindre Gao. On a vu le peuple nigérien sortir par masse pour bloquer ce convoi militaire de la force Barkhane, demandant à ce que ceux-ci puissent rebousser chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? La force Barkhane a tiré sur les populations de ce côté-là. C'était un génocide. On nous parle de 3 morts, mais selon nos sources sur le terrain, c'est beaucoup plus que ça. Sur des populations pacifiques, la force française Barkhane a tiré sur ces populations-là. Et à l'heure où je vous parle, aucune enquête n'a été menée, aucun coupable n'a été condamné, aucune responsabilité n'a été donnée. Donc vous comprenez très bien que est-ce que le gouvernement nigérien est véritablement dans l'optique de parler et de réfléchir dans le cadre de défendre les intérêts de son peuple, ou alors on a comme l'impression que Bazoum, excusez-moi de le dire, serait véritablement un sous-préfet de la France, c'est triste de le dire, mais on a comme l'impression que c'est le cas parce que celui-ci de ce côté ne prend pas les engagements, alors ne prend pas les actes de nature à véritablement renforcer son armée, parce que c'est de ça dont il s'agit.
quand on voit l'exploitation d'Orano de ce côté-là avec le Niger, et on voit la catastrophe écologique qu'il y a de ce côté-là, qui ne profite pas à l'État centrafricain. Et pourtant, on sait très bien combien l'État centrafricain a besoin d'argent pour justement restructurer son armée, pour renforcer son armée, de nature à véritablement ramener la paix et la sécurité sur l'entièreté de son territoire. On est en droit de se poser la question, est-ce que les autorités nigériennes véritablement roulent pour soit la France ou alors travaillent dans l'intérêt du peuple nigérien? Point premier, voilà ce que je peux donner comme information sur cette actualité. Merci à vous, Charlie Kenyé. Docteur Kanga, je poursuis avec vous. Charlie Kenyé a questionné justement dans son analyse la posture qu'adoptent les autorités nigériennes aujourd'hui face à la présence de cette force sur le territoire. Il a rappelé justement cette force est présente non seulement au Niger, mais aussi on le sait ailleurs, Burkina Faso, Mali, pour ne citer que ces pays-là. Mais on a assisté, du moins on assiste toujours à des attaques terroristes de manière continuelle. Aujourd'hui, les populations descendent dans les rues et ne veulent plus de la présence de cette force française sur le territoire. Est-ce que vous pensez également qu'il y aurait peut-être une ambiguïté, qu'il y aurait comme une sorte de complicité avec les autorités nigériennes? Alors, moi, de toute façon, avant de réfléchir, avant d'aller plus loin concernant la complicité, justement, du président nigérien Bazoum avec la France, j'aimerais tout de même penser, je pense au peuple nigérien qui est descendu dans la rue. Et tout à l'heure, quand on interviewait, il y avait une femme, le cri d'une femme que j'ai entendu, ça m'est rentré dans le cœur. Et on ne peut pas aborder cette question sans penser aux peuples africains qui souffrent, qui sont en Afrique et qui vivent pour certains dans des conditions difficiles. Et que quand on voit qu'ils ont du mal, puisque la question de cette manifestation, elle porte aussi sur la vie chère, hein, parce que effectivement il y a la question du terrorisme, il ne faut pas le nier, mais il y a aussi la question de la vie qui devient presque enfin, le prix des denrées est tellement élevé qu'on se demande si ce président vit les mêmes réalités, il est dans le même pays, ou bien peut-être qu'il est sur la planète Mars, de sorte qu'il ne se rend pas compte de ce que vit sa population. Donc, qu'est-ce que la population qui était dans la rue, qu'est-ce qu'elle a scandé? Certes, la France dégage, la France dehors, la France, l'armée criminelle dehors. C'est vrai, on a entendu tous ces slogans, tous ces cris, et ces pancartes aussi. Mais moi, je me dis que le peuple africain ou les peuples africains souffrent cruellement. Donc, s'ils n'ont pas à manger, le prix du riz augmente, tous les prix augmentent. Et on n'a pas le même niveau de revenu qu'en Europe. Par exemple, en France, le minimum de salaire, c'est 1 million. Hein, peut-être le plus bas, le salaire minimum, c'est 1 million. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, le minimum, c'est 60 000 francs CFA. Si le prix augmente, les denrées augmentent, comment les gens vont faire? Comment les Nigériens vont vivre? Comment les Maliens vont vivre? Comment les Ivoiriens vont vivre? Comment les Camerounais, les Togolais, toute cette population africaine, comment va-t-elle survivre? Comment va-t-elle se nourrir? Donc évidemment, Bazoum, il est dans une posture de ce que j'appelle serf d'État. C'est-à-dire, c'est pas un chef d'État, mais c'est un serf d'État. Puisque c'est un homme qui suit plutôt ce que son maître lui dit. Et qui est ce maître? Je vous le donne en mille. Et c'est Monsieur Macron. Hein. Monsieur Macron qui passe son temps à macroner, puisque c'est un mot ukrainien. Il macronne. Il fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Ils sont partis, ils étaient au Mali, la force Barkhane était au Mali, ils n'ont pas pu tenir leur promesse d'éradiquer le terrorisme. Et il va aussi macroner au Niger.
hein, puisque il ramène la troupe Barkhane, l'opération Barkhane n'étant pas bienvenue désormais au Mali, s'est replié au Niger. Donc, on se moque de qui, là? On se moque bien sûr des Nigériens qui n'ont pas demandé à ce que cette troupe revienne sur leur territoire. Et on sait très bien que Barkhane, c'est une force, c'est une opération qui ne produit aucun fruit. Parce qu'on a vu en 9 ans de présence sur le sol malien, le nombre de morts des civils aux soldats, on ne les compte plus, tellement ça frappait la population malienne. Bon, on compte chez les Français 59. Bon, peut-être que le chiffre est un peu à revoir, mais entre le chiffre des soldats français et le chiffre des morts au Mali, ça montre bien que la France, elle est incapable à éradiquer le terrorisme. Mais je me pose la question, comment cette France, qui est la 6e ou la 7e puissance militaire, ne peut pas défaire des terroristes qui ne sont pas aussi armés que la France, que la puissance de la France elle-même. Parce que si on met en comparaison la France, le poids militaire de la France dans le monde entier, puisqu'on dit qu'elle est une 6e ou une 7e puissance, et on voit les terroristes, comment des terroristes peuvent mettre en difficulté la 6e ou la 7e puissance militaire au monde? Donc, il y a un problème. Si la France n'arrive pas à éradiquer le terrorisme au Mali, puisqu'elle n'est plus là-bas, et qu'elle n'arrive pas non plus à éradiquer le terrorisme au Burkina, elle n'arrive pas à éradiquer le terrorisme au Niger, ben qu'elle plie bagage et qu'elle parte, que les troupes armées rentrent en France. Parce que je vous rappelle que c'est avec l'argent des contribuables français que ces soldats mènent bon train, bonne vie en Afrique. Parce que pendant que la population crève de faim, eux, ils ont un certain train de vie que les populations auraient bien voulu avoir un minimum. Et cette population n'a pas. Au Mali, la population était dans une situation difficile. Au Burkina, dans une situation difficile. Au Niger, dans une situation difficile. Et le train de vie des soldats français est assez élevé. Moi-même, je suis française aussi, donc je suis j'ai la double nationalité. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi cette France qui est avec ses opérations inopérantes, je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas partir des sols africains. Parce que si elle ne part pas, on sait pourquoi elle ne veut pas partir. Parce qu'elle a ses intérêts, elle protège ses intérêts financiers, elle protège ces multinationales, et puis aussi c'est les sous-sols africains qu'elle protège, elle lorgne sur les sous-sols africains pour pouvoir s'en mettre plein les poches, et puis aider ces grandes multinationales. Après, c'est pour venir nous insulter, nous les Africains, insulter notre intelligence, pendant que eux ils pillent, ils mettent des terroristes qui pullulent. Depuis la mort de Kadhafi, l'Afrique, le terrorisme s'est africanisé, et justement pour justifier le maintien de ces forces inopérantes, de ces forces françaises et autres inopérantes, on justifie leur présence et on dit qu'il faut ces armées-là. Mais quand on y réfléchit un peu, en 9 ans, aucun résultat positif. Au Niger, quel résultat? Il n'y a que des gens qui tombent, des Nigériens qui tombent, mais on ne voit pas trop de Français tomber sur le sol du combat. Quant au Burkina, ce sont les Burkinabés qui tombent, mais très peu de Français. Donc, on m'explique comment se fait-il que ce sont toujours des Africains qui tombent, pendant que eux, ils sont là, ils sont censés sécuriser nos sols. Donc, je me dis que le président Bazoum ferait mieux de se préoccuper de sa population nigériane qui a besoin, qui crie, que sa population crie qu'elle a faim, que le riz est cher, l'électricité, le loyer, les prix sont élevés, qu'il se préoccupe de cette population
au lieu de s'aplatir devant Macron, peut-être son petit frère en âge, au lieu d'obéir aveuglément à ce que demande M. Macron, il ferait mieux d'entendre les cris de sa population. Sa population souffre du terrorisme, souffre de la vie chère. Il ferait mieux d'entendre les cris avant que ce ne soit trop tard. Voilà, merci à vous, docteur Kanga. Merci également pour cette analyse en ce qui concerne le classement, justement, puisque vous avez évoqué cela dans votre développement. D'après du moins les informations que nous avons ici, peut-être M. Tatinda va nous corriger, la France n'est même pas parmi les... du moins, n'occupe pas la 6e, non plus la 7e place en termes de puissance militaire. Peut-être que les autres invités vont revenir là-dessus également. Alors, Monsieur Tatinda, je poursuis avec vous. La population ne s'est pas seulement arrêtée à demander à la France de dégager, c'est-à-dire France dégage, mais elle a aussi profité de l'occasion pour appeler le président Poutine à intervenir, la Russie à venir au Niger. Oui, Madame Siké. Déjà, je vais rassurer Madame Kanga que la France partira d'Afrique. Oui. Madame, la France, elle est en train de partir d'Afrique. On chassera la France d'Afrique. Je parle du mot chasser. Je vais plus loin. Si elle ne veut pas accepter que c'est terminé la colonisation, nous allons décoloniser la France. Nous, les panafricanistes, nous sommes passés à une autre étape. Nous ne sommes plus dans les débats de savoir que fait la France en Afrique. Qu'est-ce qu'elle vaut la France? C'est un grand pays, il faut être honnête intellectuellement. C'est 60 millions d'habitants. 60 petits millions d'habitants. L'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants. C'est une puissance. On n'est pas seulement puissance parce qu'on a l'arme nucléaire. On est puissance aussi parce qu'on a des jeunes. Et sur les 1,5 milliard africains, 70% d'Africains ont moins de 35 ans. Ça veut dire qu'il y a pratiquement près d'1,1 milliard de personnes qui ont moins de 35 ans. Vous avez 250 000 bombes atomiques. Vous venez pas à bout d'un peuple comme ça qui décide véritablement d'être souverain. Ouais. Donc, c'est le b.a.-ba d'une lecture que même un enfant relativement brillant de 3e peut le comprendre ça à partir des chiffres. Mais Madame Siké, moi j'ai une autre analyse. Allez-y. Monsieur Kenya a été extraordinaire dans l'analyse sur Barkhane. Oui. Madame Kanga a parlé de cette France qui ne veut pas décoloniser et s'arrêter. Ne veut pas partir. Ben, moi, j'aurais une analyse contraire. De dire qu'il fallait s'y attendre à ça. Et qu'il n'y a pas d'autre choix que de vivre cette situation-là. De 1960, madame, à 2000, les PIB africains ont été constants. De 1960 à 2000. De 1960 à 2000, les PIB africains ont été constants. Et le Niger est un pays de la CEDEAO. Oui. La CEDEAO aujourd'hui, dépendamment des instituts, ça va chercher dans 700 milliards et plus, un peu moins des fois, de produits intérieurs bruts. Rien qu'un pays comme le Nigeria, c'est 450 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Le PIB du Niger, c'est 13 milliards de dollars de pays intérieurs bruts. 13 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Vous pouvez résoudre aucun problème. Comment vous construisez une armée avec 13 milliards de produits intérieurs bruts? Sachant que c'est un pays très pauvre. Ce pays doit tout construire. Se construire une armée, se construire des routes, des écoles. Il ne s'agit pas ici de venir justifier l'incapacité des Africains ou de dire qu'ils n'ont pas le droit de demander à M. Bazoum et à la France de dégager. Il s'agit d'expliquer que la France nous a mis dans une situation économique d'abord qui fait que face à un certain type de problème, on n'a que nos yeux pour pleurer. On n'a que nos yeux pour pleurer. Le colonel Kadhafi est assassiné en 2011. Les PIB africains commencent légèrement à croître en 2000. Ok. Quand les PIB africains commencent à croître en 2000, qui décide, quels sont les pays de la CEDEAO qui décident de se doter d'un instrument de défense, de se doter d'une nouvelle stratégie et d'adopter une nouvelle doctrine, comment je vais dire, de défense, de se mettre ensemble
Ils vont narguer le monde en nous expliquant que chez eux, il y a la libre circulation des biens et des personnes. Qu'avec une carte d'identité, on circule dans les 15 pays de la CEDEAO. Regardez, le monde entier va nous dire ici dans la CEMAC que ben, vous de la CEMAC, vous êtes des voyous. Vous n'arrivez pas à vous construire des sous-zones d'intégration. Allez prendre l'exemple chez la CEDEAO. Et comme dans les constitutions, ils vont mettre les limitations des mandats. Et on va assister à 2-3 alternances de même système. On va nous dire que allez là-bas prendre les cours de démocratie. Où en est-on aujourd'hui? C'est quoi libre circulation de biens et de personnes quand il circule la misère, la famine, la sous-scolarisation, le minimum qu'il faut pour vivre? Ça vaut quoi? C'est pareil quand nous questionnons le CFA. On nous dit vous avez de la stabilité monétaire. Que vaut une stabilité monétaire dans un océan de misère? C'est quoi la stabilité monétaire? Vous vous souvenez d'une photo qui avait fait le tour sur le net? Il y avait un enfant africain qui était accroupi, affamé, et il y avait un corbeau à 1 mètre de lui. C'est-à-dire que chaque corbeau voltige sur la tête d'un Nigérien. Parce que le corbeau se dit à tout moment, il va me rendre l'âme. Et il sera mon repas. Parce que c'est un pays relativement pauvre. Un indicateur qui vous indique pourquoi ce pays est pauvre. Le kilogramme d'uranium est vendu sur le marché, Madame Siké, à 40 761 francs CFA. Je vais parler en CFA. Pour qu'on me comprenne. C'est-à-dire que la tonne, vous multipliez ce prix par 1000, c'est-à-dire la tonne est vendue à 4 761 000 francs CFA. Voilà combien vend le Niger, sa tonne d'uranium. Vous savez sur le marché combien c'est revendu? À 48 000 $, c'est-à-dire 24 millions. C'est la richesse souveraine de ce pays. C'est-à-dire que Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, a dit au Niger, eh bien, je vous mettrai dans une zone désertique, mais je vais vous donner cette richesse. On va donner cette richesse. De 4 millions à 24 millions. 20 millions de différence relativement. Et encore, et encore, et encore. C'est-à-dire que les effets induits d'un développement que peuvent amener la vente d'une tonne d'uranium. Et qui ne revient pas au Niger. Et qui ne revient pas au Niger. Résultat des courses. Et qui a assuré ça? Qui a signé ces contrats? Ben, on va donner les noms ici. Mes amis, les Bazoum, ces gens à qui on attribue des agrégations en comportement démocratique. Les Bazoum, les Issoufou. Regardez la situation. Et quand M. Tandja a voulu dire à M. Sarkozy que, mais est-ce que c'est sérieux ça? Eh bien, vous savez ce qui lui est arrivé. Coup d'État. Humiliation. Je ne sais même pas si le pauvre est vivant. Je ne sais même pas. J'aime pas. Mais voilà ce qui peut expliquer. Or, le Fonds monétaire et la Banque mondiale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que c'est un pays qui va bien. D'ailleurs, le Fonds monétaire nous dit que le Niger projette cette année une croissance de 6,5% et de 7%. Vous voyez la fumisterie? Il faut redéfinir les concepts. Que valent les croissances africaines? Ça vaut quoi? Je rappelle qu'à une époque, le Niger a fait 11% de taux de croissance, 12%, 13%. Ça veut dire que le Niger, aujourd'hui, aurait un développement équivalent à Taïwan. Vous voyez que nos croissances ne valent rien. On n'a pas d'économie. Un pays, avec ce que je dis là, dans une situation et dans un contexte tel que je le dis là, tel que j'explique là, avec 40 000% de taux de croissance, aura chaque enfant de sa campagne avec un charognard au-dessus de la tête. C'est sérieux? Deuxième indicateur, la CEDEAO, Madame Siké, c'est la sous-zone d'intégration la plus jeune en Afrique. C'est relativement 400 millions d'habitants. Tout le monde est jeune au sein de la CEDEAO. Ben, regardez les indicateurs économiques des pays de la CEDEAO. Donc ça veut dire qu'aucun jeune au sein de la CEDEAO n'a la possibilité de trouver un travail, de se loger, d'avoir une compagne, d'avoir une vie de famille. Pour le faire, il faut appartenir à l'oligarchie qui s'agenouille devant les mondialistes et devant les Macron. Et tous les présidents de la CEDEAO qui se sont succédés, à part ceux qui ont été sauvagement assassinés, qui ont voulu remettre ce système en cause, eh bien, tout cela ont construit ça. Donc, ces maladies honteuses du Niger, qui amènent à cette situation et qui poussent dans les jeunes de la CEDEAO, qui eux ont tout compris, de dire, eh bien, Madame France, foutez le camp, parce que vous faites partie de la France. Vous avez déjà commencé à résoudre ça,
Si on fait une analyse de la situation au Mali, est-ce que les mêmes causes n'ont pas produit les mêmes effets? Si on fait l'analyse de la même situation au Burkina Faso, en Sierra Leone, et mieux, comme ils avaient une libre circulation des biens et des personnes, eh bien la libre circulation du mercenariat, de l'insécurité, vous savez que la guerre civile va commencer au Libéria. Cette libre circulation, il y aura en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, et il y a même aujourd'hui libre circulation. Pour expliquer tout simplement que le contexte est mis en place pour qu'un matin, Madame Siké, vous nous appelez ici pour commenter une actualité où on entendrait la musique militaire à la télévision. Ce n'est pas de pareils contextes qui ont amené des changements de régime ailleurs. Je vais même plus loin. Il y a de gros désaccords au sein de la hiérarchie militaire au Niger. Je n'irai pas plus loin. M. Tassine n'appelle pas des coups d'État. Non, mais il y a de très gros désaccords. Il y a quelques mois, il y avait quelques coups de feu aux encablures du palais présidentiel. C'est moi, M. Tatsinda, qui était à la base de ça, et mon petit frère, Charlie Kenyé. C'est nous qui parlions. Bien constaté. Ben, vous croyez, Madame Siké, que des coups de feu aux encablures du palais présidentiel, le président d'ailleurs avait tout fait d'aller coucher quelque part au quartier. Vous croyez que la situation s'est stabilisée? Une partie de la hiérarchie militaire au Niger ne veut pas de Barkhane. Parce que la présence de Barkhane s'est confortée à la situation que j'explique. Un pays qui stagne à 13 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est sérieux? Qu'est-ce que vous construisez à 13 milliards de produits intérieurs bruts? Vous construisez même pas une ligne de chemin de fer qui prend votre uranium et la mène sur une côte de l'Atlantique. C'est-à-dire que vous construisez une ligne de chemin de fer qui part des gisements d'uranium et arrive sur une côte atlantique. 13 milliards de dollars, ça suffit même pas à construire ça. Qu'est-ce que vous construisez? Et vous avez des gens qui vous disent, le Niger se porte bien. Monsieur Bazoum, avec ses gandouras blancs, il nous explique que tout va bien. Soyons sérieux, Madame Siké. Donc, c'est la présence française, la présence militaire française, c'est ça. Or, qu'est-ce qu'on a entendu à l'organisation de la coopération des pays de Shanghai? C'est de dire que c'est plus possible ça. Nous devons respecter les souverainetés des peuples. Nous devons discuter d'égal à égal avec les peuples. Nous devons participer à sécuriser le monde et nous devons jouer un rôle fondamental dans les économies du monde. Quand vous écoutez des puissants, des très puissants, qui disent ça et dire que il n'y a pas de petits pays, c'est une coopération gagnant-gagnant. Vous faites comment pour que votre jeunesse ne dise pas à un monsieur qui est là juste pour son petit confort présidentiel que monsieur, nous voulons la Russie. Parce que si la Russie intervient dans ce jeu et que ces pays, l'Iran, le Pakistan, la Turquie, un certain nombre de pays, et nous-mêmes au sein de la CEMAC, Madame Siké, en 4 ans, j'ai souvent l'habitude de dire qu'en moins de 10 ans, les pays africains et les sous-zones d'intégration peuvent devenir émergentes. Émergentes, c'est la sorcellerie d'émergence. C'est la sorcellerie. Ben non, c'est inverser ces indicateurs-là. C'est tout l'émergence. L'émergence, c'est des indicateurs économiques. Ton taux de pauvreté, ton taux de croissance, ton taux d'affaires. Souvent même l'émergence, c'est l'attitude des gens dans la rue. Quand les gens sont souriants, quand ils ont un embonpoint, c'est l'émergence. Or, ils sont très minces, les Nigériens. Donc, il faut le dire, nous regardons ça et nous disons, dans une situation comme celle-là, vous traquez un animal, il n'a qu'un petit réduit comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vous a fui, vous attaque. Ils n'ont plus rien à perdre. Et la France qui est en crise, même sur le plan diplomatique, on verra lors du deuxième sujet, véritable crise diplomatique, à savoir même plus comment il faut parler, comment il faut se projeter sur le monde, comment elle fera pour résister à cette déferlante. Je vous ai dit, 2 milliards, 100 millions d'Africains qui lui disent, écoute, petite France, dégage. Comment elle fera pour résister? Et comment elle fera? Comment elle fera? Donc voilà un peu, en gros, ce qui amène les populations qui ont compris véritablement les enjeux de dire que, eh bien, c'est terminé cette histoire. C'est vrai que justement, on cherchait cette corrélation entre, comme l'a rappelé Madame Kanga, cette manifestation aussi contre la vie chère. Effectivement, voilà. Oui, merci à la réalisation justement. Ça, c'était au Soudan. Cette image, cette photo était au Soudan du Sud, où justement des pays européens demandaient à cet État d'activer, d'actionner son indépendance, de se couper de ses frères du Nord. Donc demandez. Et vous savez ce qui s'est passé pour la suite? Déjà, personne ne sait ce qu'est devenu cet enfant. Le photographe européen s'est contenté de prendre la photo et aller narguer l'Afrique dans le monde sans sauver cet enfant, ne serait-ce qu'à lui donnant un bol de lait. Un bol de lait. Et ce pays... tous ces pays européens sont venus négocier des contrats de forage pétrolier
avec évacuation au Soudan du Nord. Et ils expliquaient aux Soudanais du Sud qu'il faut plus saluer vos amis du Nord. Je dis, vraiment, nous les panafricanistes, c'est dur d'être panafricaniste, Madame Siké, parce que des fois, vous en avez dans les tripes, vous en avez des maux d'estomac quand vous voyez ces situations-là. Et que vous avez des chefs d'État qui regardent la photo, ils font comme si ce n'est pas dans leur continent. Comment peut-on respecter un chef d'État où on peut avoir une photo pareille dans le continent auquel il appartient? Comment vous faites pour respecter un chef d'État quand ils sont dans des sommets certains, ils sont là, ils prennent des grands airs? Comment on peut respecter un chef d'État africain quand une image comme ça vient d'Afrique? Vous pouvez respecter un chef d'État africain? On peut y mettre la même image au sein de la CEDEAO. Vous trouverez la même image au sein de la CEDEAO. Vous trouvez la même image dans la corne de l'Afrique, au sud de l'Afrique, au sud de Kinshasa. Or, il y a des responsables qui sont responsables de ça. C'est ceux qui ont conditionné nos pays, structuré nos pays, avoir ce type d'indicateur économique qu'on a et pouvoir se trouver dans cette situation et conforter les multinationales. C'est plus possible, c'est plus acceptable. Chaque peuple aspire au bonheur. Nous ne pouvons plus l'accepter, Madame Siki. C'est plus possible. Merci à vous, Monsieur Tatinda. Tapé Goubera, je vous retrouve donc pour peut-être la suite. C'est vrai que l'image est assez triste et enlève les mots de la bouche, effectivement. Tapé Goubera, alors finalement on comprend, voilà, au-delà de la présence de la force Barkhane sur le territoire nigérien, M. Tatinda l'a rappelé en termes de chiffres la situation économique justement de ces différents pays, de nos pays africains. On comprend aujourd'hui l'appel à la Russie du peuple du Niger. Okay. Je salue mon frère Bertrand Tatinda pour cette brillante prestation, et puis avant lui le docteur Kanga et mon frère Charlie, évidemment. Mais ça se comprend, ça se comprend. Je voudrais, si vous permettez, puisque nous sommes sur une chaîne très sérieuse et que nous avons un devoir pédagogique, nous devons, lorsque nous prenons la parole, essayer, tant soit peu, de donner des informations de telle sorte que les gens ne pensent pas que nous venons ici parce que nous avons une certaine haine. Au départ, mon frère Charlie l'a dit. Et donc, je voudrais ajouter dans cette introduction pour dire que, pour ceux qui s'en souviennent, le 7 mars 1966, la France, qui avait été aidée par les États-Unis, hein, c'est eux qui le disent à travers les médias, que c'est grâce aux États-Unis qu'ils ont pu se libérer de, comment on appelle, du nazisme. Donc, depuis 1951, donc, comment on appelle, on avait donc des bases militaires françaises, américaines qui étaient installées en France. Et donc, je disais donc le 7 mars, le général de Gaulle écrivait au président américain Johnson pour lui dire que la France se retirait de l'OTAN, mais en mieux, la France demandait à ce que les bases militaires américaines installées sur son sol partent. Vous voyez? Et donc, le 10 mars, de Gaulle annoncé donc le retrait, et véritablement, le 14 mars 1967, c'était le départ des dernières troupes américaines sur le sol américain. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle jurisprudence. Donc ici, nous, Africains, nous n'avons pas eu de problème pour lesquels les Français soient venus nous aider. Alors que les Américains sont allés aider la France à se libérer du nazisme. C'est eux qui le disent. Quand bien même ils oublient le rôle des Africains, alors que De Gaulle, dans ses mémoires, en parle. Pourtant, la France a demandé, a même exigé le départ des Américains. Et les Américains sont partis sans faire de guerre. On a donc la situation qui s'est passée au Mali. Et ça, c'est d'ailleurs pour ça que le mouvement du M62 est cohérent. Je vais lire, si vous permettez, leur déclaration. Voilà ce qu'ils disent. Donc, ils disent, donc c'est un mouvement qui a été créé pour la sauvegarde et la souveraineté de la dignité du peuple nigérien. Il dit, considérant les multiples assassinats de nos populations civiles par la force Barkhane, chassée du Mali et illégalement présente sur notre territoire, qu'elle estime conquis pour matérialiser son dessein funèbre de déstabilisation du Sahel,
réitérons notre opposition à la présence militaire française dans notre pays et exigeons son départ. Donc, vous voyez que cet élément, cet extrait que j'ai pris, résume tout ce que mes frères et mes soeurs ont dit auparavant. Autre élément qu'il faut ajouter, nous oublions que le 16 août dernier, c'est-à-dire le 16 août 2022, le Mali a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour dire que de convoquer de toute urgence une réunion parce que la France serait à la base des tracasseries ou bien même de la présence de ces forces. Tout à l'heure, mes prédécesseurs, notamment mon frère Charlie, a fait un développement là-dessus avec un certain nombre de questions, mais en réalité, nous avons ici un élément matériel, un élément factuel qui montre que la France est, elle, l'alpha et oméga du terrorisme. Mais c'est une logique que les Maliens, parce que, pardon, les Nigériens, on peut peut-être tout reprocher aux Africains, mais ils n'ont quand même pas perdu la tête. Vous voyez donc ce que je viens de dire. Donc un mouvement qui naît, et on constate que le 16 août, il y a un État de manière souveraine qui, aux yeux du monde, dit à l'épreuve matérielle que la France est impliquée dans les assassinats avec des groupes terroristes. Cela va sans dire que la France n'a pas son droit d'existence sur le sol africain. Et voilà pourquoi, au-delà de tous les éléments qui ont été cités et sur lesquels je ne reviens pas, donc il y a une cohérence des populations maliennes de demander à ce que cette force parte. Et c'est tout à fait normal parce que la question de la sécurité doit être propre aux Africains. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on assure la sécurité. On a vu que lorsque vous avez votre maison et que vous avez un gardien et que le lendemain vous vous levez, votre maison a été dévalisée, il y a deux choses. Soit le gardien n'a pas assuré son rôle, soit il dormait, ou alors le gardien est de connivence. L'un dans l'autre, ce gardien n'est plus quelqu'un à qui il faut faire confiance. C'est ce que nous développons, c'est ce qu'on dit. Depuis que la France a installé Barkhane, on a vu avec des drones, ils arrivent à voir même un morceau de, je sais pas, de sucre dans le désert, mais ils n'arrivent pas à voir des colonnes de voyous avec des armes, avec des pick-up. Comment peut-on comprendre cela? Et toujours, ce sont les peuples qui sont meurtris. Nous sommes prêts à assumer notre propre sécurité. La sécurité d'un peuple, elle est de deux dimensions. On a toujours dit, il y a la sécurité physique, ce qui est là, et il y a la sécurité alimentaire. Ces deux éléments, comme l'a montré tout à l'heure mon frère Bertrand, le deuxième élément de la sécurité alimentaire ne peut pas s'assurer avec les PIB qui sont vraiment dérisoires. Ce qui veut dire que véritablement, il y a une création de famille qui est un effet. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu de manière concomitante, la manifestation est d'abord, de la sécurité physique, ensuite la sécurité alimentaire, la cherté de la vie. Donc, le départ de cette France, de cette force d'occupation impérialiste, est vraiment une nécessité. Et les frères du Niger ont vu juste, parce que la France ne peut pas quitter le Mali, chasser du Mali, et venir véritablement encore occuper un territoire français. Et puis, on n'a aucune compréhension. M. Macron, il n'y a pas longtemps, dit que la France est en guerre, en ce qui concerne ce qui se passe en Ukraine. Mais s'il est en guerre, mais qu'ils prennent tous ces soldats pour aller protéger ou pour aller faire la guerre, où il y a la guerre, qu'est-ce que les soldats militaires français font en Afrique alors que l'Ukraine se trouve en Europe? La Russie se trouve en Europe. Vous voyez? Donc, au risque de me répéter, pour dire que ce qui s'est passé, c'est une logique des populations. Et je pense, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Bertrand, la France, nous lui avons donné la possibilité de partir avec les honneurs. Elle a refusé. Elle a vu comment elle a été chassée comme des malpropres au Mali. Et je pense que la situation va continuer en plus que ce qui s'est passé à Terra. Tout à l'heure, Charlie l'a dit, on parle officiellement de 3 morts. Il y a l'armée française a tiré de manière délibérée sur les populations nigériennes et il n'y a eu aucune enquête parce que nous sommes des nègres. Cela ne peut plus s'accepter et nous sommes fatigués. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes debout et nous disons, comme l'ont dit nos frères, à bas la France impérialiste, le départ de cette base Barkhane qui est une force colonialiste doit partir ici et maintenant. Et à vous, Monsieur Tapé Goubrira, on refait le tour en quelques minutes avant de passer à la seconde thématique. Alors, Charlie Kenyé, finalement, est-ce que cette situation pourrait mettre à mal la relation
qu'entretient aujourd'hui le Niger et la France? Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur le climat géopolitique aujourd'hui? Non, écoutez, je crois que le climat géopolitique aujourd'hui passe justement par ces manifestations que nous voyons du côté du Niger, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle les principes de vie qui ne se discutent pas. Vous savez, j'ai rédigé un article il y a de cela quelques semaines où j'ai démontré à ce fait que les Africains doivent comprendre que le premier défi qui s'impose à eux, le premier défi qui s'impose aux États postcoloniaux africains, c'est d'abord la restructuration des armées. Et je crois qu'à ce jeu-là, le Cameroun est en train de donner le temps. Vous avez vu le pari gagné qui a été fait par le président camerounais. On peut l'aimer, on peut le détester, mais force est de constater ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré les menaces étrangères auxquelles font face le peuple camerounais, le Cameroun, nous avons une armée qui fait face au front seul, sans véritablement demander l'aide d'une quelconque nation. Donc, c'est le premier défi, la restructuration de nos armées. Et c'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure, j'ai interpellé les autorités nigériennes à véritablement mettre en avant les éléments de nature à booster leur économie qui pourraient les permettre de mieux financer les armées, de mieux financer leur armée, la restructuration de leur armée. Donc, ce qui est en train de se faire là-bas est important, surtout que, et là je fais une parenthèse, vous savez, la France n'est pas arrivée, ou alors les forces françaises, Barkhane, ils ne sont pas arrivés en Afrique parce que nous avons demandé leur aide. Il faut mettre ça dans la conscience des Africains. Si vous vous en souvenez, à la dernière sortie, l'une des sorties de l'ancien ministre malien de la culture à la personne de Amina Traoré, qui faisait savoir que c'est la France qui s'est invitée au Mali. Le Mali n'a jamais fait appel à la France. Or, vous voyez le discours aujourd'hui qui est entretenu par un certain nombre d'officiels français, d'ambassadeurs, comme quoi on a sollicité leur aide, ils sont arrivés. Non, non, il faut être clair. On n'a jamais sollicité leur aide. Ils se sont invités. Et nous connaissons aujourd'hui les raisons pour lesquelles ils se sont invités. D'ailleurs, je prends les dires d'un ancien général d'armée française, un ancien chef d'état-major de l'armée française, qui, à Mondovision, sur un média français, révélait que la force Barkhane est au nord du Mali pour tout faire, sauf combattre le terrorisme. Ce n'est pas Charlie Kenny qui le dit, parce que quand on dit, on va dire que nous sommes des aboyeurs, que nous sommes des complotistes. C'est un général français qui le dit. Et après l'avoir dit, le lendemain, il a été remercié. Il le dit à Mondovision. Il dit la force Barkhane est au nord du Mali pour tout faire, sauf combattre le terrorisme. Donc, à côté également, il est impératif et redoré de dire quelque chose ici qui était dit. Le docteur Kanga tout à l'heure parlait du contribuable français qui finançait les opérations de l'armée française à l'extérieur. À l'extérieur, on appelle ça dans le jargon militaire les OPEX, c'est-à-dire les opérations étrangères, les opérations extérieures. Je vais vous prendre une petite parenthèse. En octobre, si je ne me trompe pas, 2019, auditionné par la commission des affaires de sécurité et de défense du Parlement français, l'ancien chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre, faisait savoir que le coût de l'engagement de la France et de ses alliés au Mali était de 960 millions d'euros. 960 millions d'euros, pratiquement 600 milliards de francs CFA. Et quand vous interviewez ou alors quand vous questionnez les chiffres du ministère des armées françaises, il vous faut savoir qu'en 2011, je crois 2011 ou 2013, si je ne me trompe pas, ça devait être janvier 2013, oui 2013, lorsque la France lance l'opération Serval, parce que c'était d'abord l'opération Serval qui a fini par devenir l'opération Barkhane. Lorsque la France lance l'opération Barkhane pour la première année, le coût de cette opération était de 600 millions d'euros. Manuela Sike, quand vous comparez ces chiffres avec les autres coûts de l'engagement français ailleurs, dans d'autres pays, ma foi, qui sont même beaucoup plus lointains que le Mali, les chiffres sont beaucoup moins inférieurs par rapport à ce que la France a informé ou a signalé dans le cas du Mali. Le coût de l'engagement de la France, par exemple, en Afghanistan, en 2012, était de pratiquement 390 millions d'euros. Vous regardez la distance. Et le renseignement français expliquait ce coût-là par le fait que la France française, l'armée française n'avait pas de force dans la région. Voilà pourquoi on est monté jusqu'à 390 millions d'euros. En 2011, lors de l'opération Harmattan, c'est-à-dire qui a permis à ce que la France chasse ou alors tue, assassine le guide Mohamed Kadhafi, l'engagement de la France
au cours de l'opération Harmattan était de pratiquement 490 millions d'euros. Donc, quand vous comparez ces chiffres avec le cas malien, vous êtes en train de vous poser la question, mais comment là-bas on est à 300 millions, on est à 400 millions, mais le Mali qui est à côté, on est à 600 millions, on est à 960 millions d'euros. Et bien, pour la simple raison que, quand la France est intervenue au Mali, ce que la France a eu à dépenser est une dette pour le peuple malien. C'est-à-dire que c'est le contribuable malien qui paye les opérations de la France, la force Barkhane, sur le sol malien. Et c'est valable pour le cas du Niger. Ce n'est pas le contribuable français, c'est le contribuable africain qui paye le coût de l'engagement de la France sur le sol africain. Il faut que les Africains le savent. Donc, si vous prenez le cas malien, on vous dit que pour le cas de l'année 2019, le général de Pointe vous fait savoir que ce coût était de 960 millions d'euros, pratiquement 600 milliards de francs CFA. Vous pensez que l'État malien a pris 600 milliards de francs ou 600 milliards de francs CFA où en 2019 pour payer la France. En réalité, c'est que la commission dont cet engagement était les matières premières. D'ailleurs, la France, qui n'a pratiquement pas de matières premières sur son sol, est la 4e réserve d'or à l'échelle internationale. Le Mali, qui a une production annuelle d'or de 60 tonnes, annuelle, ne fait pas partie des pays possédant une réserve d'or. Donc, voilà comment on fait, c'est-à-dire qu'on récupère l'or, là, on justifie un engagement. C'est tellement calculé, c'est un schéma tellement calculé, tellement propre, qui oblige aujourd'hui à dire à la conscience africaine que ce n'est pas le contribuable français qui souffre dans ce jeu. C'est-à-dire que non seulement on crée la menace sur votre sol, à savoir la menace terroriste, mais on s'arrange à ce que on prenne un certain nombre de matières premières chez vous pour justifier sa présence sur votre sol. C'est tellement pensé. C'est pas le peuple français, c'est le peuple africain, c'est le contribuable africain qui paye l'engagement de la France sur son sol. Ça, c'est ce qu'il fallait dire. Mais également, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que nous sommes dans des schémas tellement bien pensés que on a souvent tendance à oublier et très clairement que ce que la France fait aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de fortuit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu des précédents. Mais l'incapacité que nous avons aujourd'hui à faire de la stratégie, j'aime souvent le dire, faire la stratégie, c'est pas faire la sorcellerie. Faire la stratégie, ça veut dire penser, c'est utiliser sa mémoire, ça veut dire réfléchir. Aujourd'hui, vous avez des intellectuels sur le sol africain qui sont capables de véritablement poser des problématiques. Personnellement, je ne peux compter le nombre de fois, le nombre d'articles que j'ai rédigés dans le cadre de la restructuration des armées, dans le cadre des défis qui s'impose à l'Afrique, en interpellant même les pays au cas par cas. J'ai rédigé une analyse sur le Mali en spécifiant les qualités du Mali. J'ai fait ce pays de 2015 à pratiquement 2018. J'ai connu le Burkina Faso. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous savons, vous avez l'impression que nous sommes écoutés? Donc, c'est aussi trop facile, et je pense que le grand frère Bertrand Tatina le disait tout à l'heure, c'est un peu trop facile aujourd'hui de dire que c'est la France. Nous savons que c'est eux. Qu'est-ce que nous aujourd'hui, nos hommes politiques, la société civile, nos intellectuels, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la dynamique? Qu'est-ce qu'ils impulsent de nature? Au-delà d'éveiller les consciences, mais de donner du répondant à ces personnes-là. Et je pense que c'est vers là aujourd'hui que nous devons évoluer, parce que la logique de la victimisation, c'est passé, c'est dépassé. Le monde est mesquin, le monde est cruel. Le politiquement correct n'existe nulle part. Les relations internationales, c'est de l'esbrouf, c'est de l'escroquerie. Aux Africains aujourd'hui de se définir. Si à chaque fois qu'on doit venir nous vendre des slogans, on vous parle de croissance à 2 chiffres, on vous parle de démocratie, on vous parle d'armée, mais si à chaque fois vous n'êtes pas incapable de véritablement questionner qu'est-ce que ça vous apporte, mais vous allez rester toujours dans cet élan-là. Donc, pour éviter de me répéter, j'insiste encore, les défis qui s'imposent aujourd'hui commencent par la restructuration de nos armées, Manuela Siké. Parce que dites bien que les armées que nous avons aujourd'hui à l'échelle de nos États, surtout les États francophones, sont des laits coloniaux. C'est-à-dire que lorsque le blanc, parce qu'au départ, ce n'était pas des armées, on les appelait la force publique, ce n'était pas des armées, et le rôle de cette force publique, qui après est devenue armée, n'était pas de résoudre les menaces étrangères qui pourraient provenir de l'extérieur de nos États. Le rôle de cette force publique était de mater toute rébellion qui pouvait provenir de l'intérieur de nos pays contre le colon. Ça, c'était le rôle de cette force publique, qui plus tard sont devenues des armées. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous avons fait le gap? Est-ce que nous avons analyser la situation pour permettre à nos armées de quitter l'espace de force publique, de l'aide coloniale, pour véritablement devenir des armées de façon à répondre efficacement à nos menaces qui pourraient nuire à l'intégrité de nos territoires? Je ne pense pas. Très peu de pays l'ont fait. Et les pays qui veulent s'engager à le faire aujourd'hui, vous voyez très bien ce qu'on leur impose. Dans le cas du Mali, on vous parlera d'un charnier, on vous oblige à aller organiser des élections. Vous avez vu le cas avec la République centrafricaine, le cas même avec le président
camerounais avec le Cameroun, où à chaque fois on nous crée des menaces un peu partout pour nous empêcher justement de terminer cette restructuration de nos armées. Mais c'est d'abord ça l'enjeu, parce qu'aucun investissement, aucune science politique, aucun projet social, vous ne pouvez faire dans un espace géographique dont vous n'avez pas le contrôle. Le premier défi aujourd'hui, c'est la connaissance et la maîtrise de nos espaces géographiques qui passent obligatoirement par la restructuration de nos armées. Donc, je pense que c'est après quoi on viendra faire le bilan pour voir comment avancer. Merci à vous, Charlie Kenyé. Docteur Kanga, je poursuis avec vous rapidement. Peut-être dans la même lancée que M. Kenyé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait donc finalement lorsqu'on fait face à toute cette situation? Il parle de la théorie de la victimisation. Il faudrait peut-être passer outre et maintenant impulser une nouvelle dynamique. Alors, je voudrais déjà redire que les contribuables, je persiste et signe, même si c'est un faible montant pour la France. La France est en train de régresser. Donc même une petite somme, ne fût-ce même 900 millions ou 500 millions, c'est beaucoup pour la France. Donc je ne nie pas que, bien évidemment, le coût incombe aussi aux États hôtes qui reçoivent l'armée. Mais en même temps, je me dis aussi, je le redis parce que c'est pour marquer la conscience des Français sur le fait que la France dépense aussi, même si c'est une infime partie, la France dépense, et donc cet argent, ce petit argent qui est dépensé ferait du bien aux Français qui en ont tant besoin, parce que je le répète, la récession, la France est en train de se muer dans une récession, dans une difficulté économique qui va emporter déjà les faillites avec la crise du Covid. Beaucoup d'entreprises françaises ont fermé, et avec cette crise ukrainienne, beaucoup d'entreprises aussi sont en train de fermer. Donc un petit argent, c'est toujours bien pour la France. Mais en même temps, rappelez-moi votre question, je voulais juste faire cette petite... cette solution, précision. Oui, solution, puisqu'on est en train de sortir de cette thématique. Qu'est-ce qu'on fait donc en tant que nous, en tant qu'État africain, face à cette prédation internationale? Moi, je dis qu'il faut que les peuples africains se lèvent et chassent la France, parce que la France ne partira pas d'elle-même. Elle est assise sur nos ressources. Pour le Mali, avec l'or, le lithium, l'uranium, le manganèse, toutes ces richesses qui font pâlir ces Occidentaux. Donc il faudrait que la France soit chassée par nos frères et sœurs. Il faudrait que... Moi, je pense à l'armée silencieuse, la grande muette. Je déplore que nos armées ne soient pas du côté du peuple, et qu'à chaque fois, ce soit des armées à la botte du laquais, à la botte du serf d'État, du domestique de maison qui sert la France. Donc j'aimerais que l'armée puisse prendre sa place et puis chasser aussi, comme ça s'est passé au Mali, que l'armée pense au peuple plus que à servir son président ou à servir les gens qui s'en mettent plein les poches. Donc moi je préconise que l'armée se réveille. L'armée dans tous les pays d'Afrique, ces armées-là se réveillent pour ne plus servir les poltrons que sont ces serfs d'État, et que ces armées servent le peuple, puisque l'armée, elle n'est pas là pour protéger uniquement le chef d'État, elle est là pour protéger le peuple, pour sécuriser le pays, sécuriser à tous égards, une sécurité physique, bien sûr, mais aussi une sécurité sécurité des peuples, mais sécurité aussi du pays lui-même. Donc je me dis que l'armée, je déplore l'attitude de l'armée dans tous les pays d'Afrique qui se laisse asservir
par le maître, par le despote, ce qui fait que les peuples croulent sous la brutalité des chefs d'État, sous la brutalité de ces hommes d'État qui deviennent plutôt des geôliers, plutôt ceux qui détiennent leur population parce qu'elle crie, par exemple, ce mouvement-là a été au Niger. On a interdit les manifestations depuis plus de 5 ans. Comment on peut comprendre que les gens meurent de faim, les gens n'ont pas à manger et ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour exprimer leur désarroi, pour dire qu'ils n'ont pas à manger. Donc depuis 5 ans, on avait empêché que ce peuple manifeste, crie sa douleur. Et donc, on voit bien que, au-delà même du cri par rapport à la nourriture, par rapport au loyer et tout, le prix du gasoil qui augmente, au-delà de ça, le mouvement aussi a demandé que le chef d'État, l'ancien chef d'État, puisse rendre des comptes, qu'il puisse être poursuivi. Tout à l'heure, Bernard a dit qu'il ne se souvenait plus s'il était en vie ou qu'il soit, mais en tout cas, le mouvement a demandé aussi qu'il soit poursuivi. Donc le peuple a soif, hein, le peuple nigérien a soif de justice, n'a pas seulement soif d'être protégé physiquement, il n'a pas seulement soif d'être protégé sur le plan alimentaire, mais il a soif de justice. Et la justice, je déplore que la justice, comme l'armée, soit vassalisée, inféodée au pouvoir. Donc, ce que je demande, l'espérance pour moi, pour l'Afrique, c'est que l'armée et la justice soient du côté des peuples. Merci à vous, Dr Kanga, Monsieur Tatinda, toujours dans la même lancée. Quelle solution face à une telle situation? Oui, il faut des solutions, Madame Siki, oui. Parce que la situation... Pour moi, la première solution, la solution d'abord la plus simple, c'est ce qui est en train de se passer. Des manifestations. C'est-à-dire que les panafricanistes doivent s'inviter même avec la force sur le champ politique. Ok. Clair. Chaque Africain qui se sent une âme panafricaniste, qui se sent une envie de voir les choses changer, doit s'inviter de force sur le débat politique. Ouais. C'est sur le champ politique qu'on prend des décisions. C'est-à-dire que c'est le politique qui prend des décisions. Si les panafricanistes, parce qu'il y a eu le réveil panafricaniste, je peux même dire qu'un panafricaniste réactionnaire, après 2011, parce qu'on a vécu cette situation inacceptable qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Mais regardez les résultats. Les résultats ne sont pas flamboyants, mais il y a des situations qui tendent à changer. Et on a mis de 2011 à 2022 aujourd'hui, on a mis dans certains secteurs la France en grosse difficulté. En grosse difficulté. On ne parlait pas de la France. Quand vous essayez de dire un mot sur la France, on vous faisait ce qu'ils ont fait à M. Mbokassa. Paris Match, des télévisions de pacotille, vous lynchez sur le plan social. Vous lynchez sur le plan social. Première des choses, les panafricanistes s'engagent sur le combat politique. Dans moins d'une décennie, on aura des véritables présidents panafricanistes de rue arrivés à la tête des États. Parce que grâce à notre combat, on est arrivé à inverser la tendance dans les décisions de certains chefs d'État qui se sont convertis certains moments panafricanistes. Mais il n'y a pas encore véritablement en Afrique un président parti des manifestations de rue arrivé à la tête des États. Bientôt, bientôt. Deuxième des choses, mon petit frère Charlie Kenya a raison. Il parle de restructurer les armées. Mais ça passe d'abord par une diversification claire des partenariats sur le plan stratégico-militaire. Vous avez des pays qui en sont encore à cette histoire signée en 1960. Les accords de coopération militaire. Le mot coopération, Madame Siké, quand vous parlez avec moi, vous prononcez ce mot, à la limite, je suis prêt à la bagarre. Il faut dire quoi? Parce qu'on nous a tellement... C'est même le mot-là qui va détruire l'Afrique. La coopération. Vous en avez encore des ambassadeurs français, ils vous offrent un puits, ils vous expliquent c'est la coopération économique. La France vous donne l'eau dans une relation de coopération, ils vous offrent un puits.
Donc, le mot coopération, il faut déchirer les affaires de 60, le jeter. Déchirer, jeter. Il faut une diversification des partenariats stratégiques. Je vous donne quelques pays. Allez-y. L'Iran, le Brésil, la Russie, la Turquie, la Chine, le Pakistan. Pourquoi les Africains ne croient pas que le Pakistan est un partenaire géostratégique sur le plan militaire? Pourquoi les Africains ne croient pas? Les États-Unis, ouais, l'Algérie, le Nigeria, le Cameroun. Vous avez deux pays, la Turquie et l'Iran. Rien que le simple achat dans une coopération du matériel militaire en drone, vous mettez en mal les terroristes. Je parle de drone parce qu'ils ont réussi à concevoir un type de drone extrêmement efficace dans tout type de conflit. Je dis dans tout type de conflit. La Turquie et l'Iran. Donc, quand les gens ne veulent pas diversifier les partenariats, ils en sont sur la coopération, Madame Siké. Ben, vous avez fait ces études, vous êtes internationaliste, vous comprenez ce que je veux par là dire. Mon frère, tout à fait. Deuxième exemple. Oui. Le ministre de la Défense du Cameroun hier était en Guinée équatoriale. Ce sont les déclarations qui sont importantes, ce qu'il explique. Ben, il explique que quand vous regardez la situation géopolitique, il va sans dire que les chefs d'État sont en contact. Il a été dépêché par le président Biya. Oui. Pour des questions d'intérêt commun. Quel est le premier intérêt commun des États? La paix. Oui. Donc, comment vous bâtissez une paix si vous ne vous parlez pas, si vous ne vous donnez pas d'informations? C'est-à-dire que si vous n'essayez pas d'être ensemble dans des visions, dans des doctrines de défense cohérentes. Troisième des choses, déconstruire cette pacotille et cette friperie qu'on appelle les zones économiques. La CEDEAO, une coopération économique. Le mot coopération revient. Déconstruire ça. Parce que la CEDEAO a mis bout à bout les États pour cette histoire de libre circulation, sans se doter même à l'intérieur d'un instrument monétaire. Eh bien, on se dit qu'on a une économie et on a une zone intégrée. Ça veut dire que dès que le terroriste peut circuler dans chaque pays, on est content, on a une zone intégrée. Or, il faut bâtir les nouvelles zones économiques sur 3 piliers, sous zone d'intégration. L'économie, le sécuritaire, la diplomatie. C'est pour ça que nous attirons l'attention de nos patriarches de la CEMAC, qui sont aujourd'hui en pleine négociation pour faire fondre la CEMAC et avoir une zone d'intégration CEAC. De tout faire, sauf l'exemple CEDEAO. C'est-à-dire de nous proposer tout, sauf l'exemple CEDEAO. C'est un fiasco à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan sécuritaire. C'est un fiasco de nous proposer une zone d'économie basée sur ces 3 piliers-là. L'économie, avec un instrument monétaire, le sécuritaire et la diplomatie. Avoir ce qu'on peut appeler Monsieur Diplomatie CEAC. Quand il y a problème CEAC là, il se lève, il parle, on l'écoute, on lui donne les moyens de parler, de s'asseoir avec Poutine, de s'asseoir avec Xi Jinping. Vous savez combien de personnes réfléchissent au sein du Parti communiste chinois pour remonter des idées à Xi Jinping et remonter des propositions à Xi Jinping? 11 millions de personnes. Vous avez 11 millions de brillants cerveaux chinois qui, tous les jours que Dieu a fait, réfléchissent et remontent la stratégie à Xi Jinping. Quand vous vous asseyez avec quelqu'un qui a fait la synthèse de 11 millions de cerveaux, si vous n'avez pas de répondant, Madame Siké, comment vous discutez avec quelqu'un comme ça? Et je suis convaincu que dans le cas de Poutine, c'est pareil. Est-ce que, comme l'a dit mon petit frère Charlie Kenyé, est-ce qu'on est dans une véritable... C'est-à-dire que vision de la réflexion stratégique et de dire à nos patriarches de la CEAC que voilà notre petite contribution. Est-ce qu'on nous écoute? J'ai envie de dire un peu quand même, un peu quand même. Ça, on peut voir. Oui, mais il faut quand même aussi qu'on nous... C'est vrai, nous sommes des grandes gueules, Madame Siké, on n'a jamais nié ça. Certains n'aiment même pas nous approcher. Nous n'avons pas le langage, le politiquement correct. C'est-à-dire qu'il faut parler avec un vocabulaire usuel. Nous, pas question de ça. Pas question de ça. Il s'agit de mettre les pieds dans le plat et d'expliquer qu'une petite rébellion avec un Soro à la tête et des individus comme Ouattao ont mis à genoux l'État de Côte d'Ivoire. Si l'État du Côte d'Ivoire avait ne serait-ce qu'une unité d'élite, pas deux, une unité d'élite, elle n'aurait pas eu lieu cette rébellion. Une unité d'élite. Donc, voilà un peu la réflexion de dire aux Africains que nous sommes sur le bon chemin. Jeunes du Niger, soyez dans la rue. Soyez dans la rue. Invitez-vous dans le débat politique. Panafricanistes africains, prenons le pouvoir. Et surtout, à nos dirigeants, préférons-nous d'abord, au sein de la CEAC,
Vraiment, chers patriarches, chers présidents, chers dirigeants, offrez-nous tout, sauf une zone d'intégration CEAC à l'image de ce qu'on voit au sein de la CEDEAO. Merci à vous, Monsieur Tatsinda. Tapé Goubera, on sort avec vous sur cette question avant rapidement d'aborder la seconde thématique, la réalisation. Nous offre encore quelques minutes pour qu'on puisse au moins faire le tour de table pour parler du second thème. Tapé Goubera, alors, pour vous, quelle attitude donc adoptée aujourd'hui par les États, les gouvernants africains? C'est vrai que lorsqu'on regarde le Niger, on voit qu'il y a cette discorde entre la population, la volonté du peuple, mais aussi de l'autre côté, la volonté des dirigeants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que il y a beaucoup de dirigeants, surtout au niveau de, je vais même dire des militaires. On l'a dit tout à l'heure, nous n'encourageons pas forcément des coups d'État militaires, mais nous avons beaucoup de patriotes, beaucoup de panafricains qui véritablement veulent que la situation change. Et pour ce faire, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Bertrand, l'objectif c'est que d'ici quelques temps, que nous voyons des gens qui sont véritablement imprégnés des idéaux du panafricanisme, c'est-à-dire ceux qui font fi de ce que j'appelle notre citoyenneté accidentelle, pour voir une vision globale. C'est-à-dire que je ne me considère plus comme Ivoirien, je ne me considère plus comme Camerounais, je ne me considère plus comme Guinéen, mais je me considère comme Africain. Et ceux-là qui vont arriver au pouvoir parce qu'ils savent que quand ils arrivent, c'est l'avenir, le devenir de l'Afrique qui est là. Autre élément pour lequel que je voudrais ajouter aussi à ce qu'a dit mon frère Bertrand, c'est que quand je pense qu'au niveau de la CEMAC, si véritablement par rapport aux remarques qu'il a faites, il nous faut nous départir de cette histoire des militaires qui sont encadrés de l'extérieur. Ça, c'est un. De deux, qui vont aller faire des formations à Saint-Cy et autres. Parce que, prenons un exemple tout simple. Vous prenez vos plus grands militaires, les plus grands, les généraux, qui vont faire des formations à Saint-Cy, en France. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les gens s'arrangent pour que ces généraux-là, ou bien ces forces armées, ces supérieurs au sein de l'armée, aient des amis de l'autre côté, de telle sorte qu'ils ont un lien. On l'a vu à l'époque en Côte d'Ivoire. Lorsque le général Guéhi arrive, la France utilise son ami, à l'époque avec lequel il a fait Saint-Cy, à savoir le général Lacroze. Et c'est ce dernier qui véritablement jouait la liaison pour rassurer la France qu'il ne fallait pas qu'ils interviennent parce que le général Guéhi, c'est son gars, il est d'accord avec eux. Vous voyez? Donc tout ça, il faut couper. Il faut une véritable rupture réelle. C'est-à-dire que si un militaire ivoirien a envie de se former, il sait que le Cameroun, il y a une école de formation là-bas, ou bien il va au Niger, où là-bas on apprend les béabas, comment lutter, se battre dans le désert, ou au Cameroun, par exemple, cette zone-là, ou peut-être en Afrique du Sud, ainsi de suite, qu'on arrête cette histoire d'aller en Israël, aux États-Unis, en France, etc. Donc, voilà différentes pistes que nous avons données, au risque de répéter ce que les autres ont dit, comme je dis, mais ce qui doit être fait par nos dirigeants, enfin, qui veulent véritablement aller avec nous. On sait qu'il y a une grande majorité qui a envie d'aller avec nous. D'autres ont peur, d'autres qui véritablement ont décidé d'aller de l'autre côté. Ça, c'est leur choix. Parce que, quoi qu'on dise, comme je dis, l'histoire du tribunal des peuples, à un moment donné, ceux qui ne sont pas avec le peuple seront écrasés par le peuple. Malheureusement, c'est ce qui va se passer. Pour l'heure, la question du combat, c'est une question du départ immédiat et sans condition de toutes les bases étrangères qui sont sur le territoire africain. Ça, c'est la première condition. Et je pense que tout chef d'État qui est conséquent et cohérent avec le peuple doit être dans cette logique de faire partie de toutes les bases militaires qui sont installées illégalement et illégitimement sur le territoire africain. Voilà ce que nous demandons dans un premier temps. Merci à vous. Tapé Goubera rapidement. Donc, on fait le tour de table. Je vais justement recommencer par vous, Tapé Goubera, pour parler donc de la seconde thématique, la dernière. On parle de cette guerre qui oppose ce conflit, guerre qui oppose la Russie aujourd'hui à l'Ukraine. Eh bien, on est pratiquement rendu à 6 mois. Déjà, on essaye de faire une sorte de bilan, tout en rappelant que de plus en plus, on annonce l'échec de la Russie dans cette guerre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce de la propagande?
toutes les façons, avec vos analyses, on comprendra certainement ce qui se passe réellement. Alors, Tapé Groubera, je reprends avec vous pour ce tour de table. Qu'en est-il aujourd'hui dans ce conflit entre la Russie, qui oppose la Russie à l'Ukraine? En 3 minutes. Je suis en Europe ici, et vers 19h, au l'heure du journal, j'ai entendu que entre le 22 et le 26 de ce mois-là, il va y avoir un référendum dans les zones qu'on appelle du Donbass, qui veulent un rattachement à la Russie. Je dis bien, c'est une information que j'ai reçue au journal de 20h à la télévision belge, que du 22 au 26, ce qu'on appelle les régions du Donbass, c'est-à-dire le Donetsk et autres, tout ça, vont faire un référendum pour se rattacher à la Russie. Et quel est leur argument? Leur argument, c'est qu'ils ont besoin de se rattacher à un pays qui les sécurise. Donc, si cette population qui, depuis 2014, ont été martyrisées, ont subi, je vais dire, le coup de l'armée de l'Ukraine, parce qu'il y a un élément qu'on ne présente jamais. L'élément, c'est que c'était une guerre civile. Vous avez l'armée ukrainienne qui attaquait les propres Ukrainiens dans leur propre pays. Parce que ceux-là ont demandé simplement une autonomie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu les accords de Minsk. D'abord en 2014, ensuite en 2016, où la France et l'Allemagne se sont ajoutés. Donc, c'est pour vous dire que véritablement, cette guerre-là, enfin, cette opération, parce que c'est le mot, parce que si la Russie avait décidé véritablement de faire la guerre en Ukraine, ça, ce sont les spécialistes qui le disent. Je pense tout à l'heure, mon frère Charlie, qui s'y connaît, dira. Mais la Russie n'a même pas besoin de bouger. En 3 secondes, elle appuie le bouton et il n'existe plus un seul habitant au niveau de l'Ukraine. Parce que, d'abord, en termes d'armement, la Russie est plus armée que tous les pays occidentaux. Donc, quand il parle d'une opération spéciale, ils ont dit, et le président Poutine est clair, c'était un objectif, c'était de protéger, sécuriser ces États qui sont venus signer un accord avec eux. Donc, aujourd'hui, c'est de la propagande. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai appris il y a 2 jours que jusque-là, les gens continuent de donner l'argent à l'Ukraine. On est aujourd'hui à 94 milliards, je dis bien 84 milliards de dollars qui sont donnés, sans oublier les armes. Et je pense que où nous allons, véritablement, parce que de temps en temps, il souffle le chaud et le froid. 2 fois, on dit oui, qu'ils veulent négocier, mais où nous en sommes, c'est que tout ce qu'on voit à la télévision, c'est de la propagande, parce que vous avez les spécialistes. Vous avez un monsieur comme Jacques Baud, je pense que mes frères le connaissent, qui a été un des responsables. Quand vous l'écoutez, il vous dit, mais les gens, ce dont les gens parlent, c'est véritablement une situation difficile. Et on voit aussi, par rapport à cette guerre, l'effet boomerang que nous sommes en train de subir actuellement. Vous voyez bien comment je suis habillé. On nous dit ici, il faut attendre vraiment le plus tard possible pour pouvoir allumer le chauffage. Pour vous dire que l'effet boomerang est en train d'avoir l'effet, puisque ce qu'on avait voulu, qui ait lieu en Russie, c'est-à-dire utiliser les populations russes contre le président Poutine et son régime, n'a pas lieu. C'est l'effet inverse qui va se passer. Et véritablement, je pense que d'ici quelques temps, vous allez voir, on va entendre que les gens ont décidé véritablement de signer un accord de cessez-le-feu parce qu'il n'y a plus d'autre alternative. Ce que la Russie voulait, enfin, c'était de protéger ces populations et elles sont protégées. Je vous ai dit du 22 au 26, ils vont faire un référendum puisque c'est une zone sécurisée. On ne peut pas faire un référendum dans un espace qui n'est pas sécurisé. Voilà ce que je tenais à dire pour cette première partie. Merci à vous, Tapé Groubera. Docteur Kanga, je poursuis avec vous, toujours sur cette question, le conflit ou du moins l'opération spéciale russe, comme on aime à le dire, du côté de l'Ukraine. Selon vous, quelle est votre grille de lecture? Est-ce que vous êtes en accord lorsque vous analysez ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'Ukraine, que la Russie est justement en train de perdre du terrain? Bon, moi, je ne crois pas dans les médias occidentaux, je les appelle vulgairement des merdias, et que le propre de ces merdias, c'est de faire du bashing, c'est de faire de l'intox. Leur spécialité, c'est de l'intox. Donc, on sait très bien que Poutine, pour moi, on sait bien que celui qui a gagné ce match, cette crise, c'est Poutine, parce que lorsqu'il a fermé les robinets du gaz, qu'est-ce qui se passe?
Tapé Grubera nous a dit que il se met au chaud, il met les pulls. Moi-même aussi, vous me voyez, j'ai mis, j'ai pas encore mis le chauffage parce que ça va être chaud. Cet hiver promet d'être très froid et il faut sortir peut-être pour ceux qui ont la possibilité de mettre du fioul et encore le fioul, ceux qui ont la possibilité d'avoir du bois qui le chauffe parce que l'hiver promet d'être très, très frileux, très frisqué. Donc moi je crois que c'est de l'intox et que on a vu que c'est tellement de l'intox que les pays de l'Union européenne qui étaient soi-disant unis, Union européenne, sont en désunion européenne. La preuve en est que l'Italie part en rang, les pays partent en rang dispersé pour chercher le gaz. Ils ont voulu agenouiller la Russie, c'est l'effet inverse. Et l'Italie se frotte les mains avec l'Algérie, raison pour laquelle d'ailleurs Macron est parti en Algérie et il a fait chou blanc. Il n'a pas pu obtenir gain de cause parce qu'il voulait court-circuiter l'Italie. Et puis peut-être par là aussi court-circuiter les rapports algériens, les rapports entre l'Algérie et le Mali pour pouvoir ouvrir une porte pour aller bombarder au Mali. Donc on voit bien que les pays partent en rang dispersé. La Hongrie de son côté, chaque pays de l'UE va, l'Allemagne aussi. Donc on a vu que dans cette crise ukrainienne, l'Autriche aussi, l'Autriche et l'Allemagne sont en train ils ne s'entre-déchirent pas, mais on n'est pas loin, puisque, que dit l'Autriche? L'Autriche qui est dépendante du gaz de Russie, comme eux-mêmes, puisque on a constaté que cette crise a montré la dépendance de l'Europe, de l'Union européenne au gaz russe. Donc, il y a environ 45% d'importation du gaz naturel qui provient de la Russie dans le giron de l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, je ne crois pas à cette propagande parce qu'on est habitué. Je me souviens quand Laurent Gbagbo avait été inquiété au pouvoir, qu'est-ce qu'on nous avait pas dit en France? La propagande. L'Occident est devenu maîtresse dans l'art de la propagande, dans l'art du bashing. Donc je pense que encore cette fois-ci, pour la question de l'Ukraine, c'est les mêmes médias qui utilisent cette propagande pour casser le moral de ceux qui sont du côté de la Russie. Mais pourtant, la Russie, on ne l'entend pas, mais elle avance. La preuve en est, comme l'a souligné tout à fait Tapé Grubera, que il y a en Ukraine, il y a des populations qui veulent un référendum. Donc si ça va tant que ça si mal, pourquoi ces populations veulent être sous la coupe, sous la protection de la Russie? Donc je pense que ce que l'Occident sait faire, c'est raconter son narratif. Et c'est le même narratif d'ailleurs qu'elle a l'habitude de raconter lorsque les panafricanistes disent que l'Afrique doit être souveraine sur le plan militaire, économique, monétaire, financier et même linguistique. Je ne l'ai pas souligné dans ce qu'on veut pour l'Afrique, mais je voudrais aussi qu'il y ait une autonomie, que l'Afrique ait une souveraineté linguistique. Donc, je reviens, j'ai fait un petit aparté sur l'Afrique, mais je reviens pour dire que, en tout cas, la Russie est en train de changer la donne du monde monocouleur que l'Occident nous a habitués, monolangage, monopensée. L'Occident nous a habitués à ça. Avec cette crise ukrainienne, tout a volé en éclats. On a vu la faiblesse de ces États de l'Union européenne et on a vu la force de la Russie, ce qu'on n'avait pas peut-être bien cerné avant cette crise. On a maintenant vu que la Russie nous ouvre la porte d'un monde multipolaire. Il n'arrête pas de faire des allusions en disant qu'il est prêt à soutenir l'Afrique.
Donc je pense que l'Occident, son langage, c'est toujours de faire croire que la Russie a perdu pied, mais nous savons que la Russie n'a pas perdu pied. La preuve en est que le Zimbabwe demande aussi à se rapprocher de la Russie. Donc je ne sais pas de quel monde, les médias qui nous disent que comment dirais-je, la Russie a perdu, je ne sais pas de quelle Russie ils parlent, ces médias. Merci à vous, docteur Kanga. On n'a plus que 5 minutes seulement pour sortir définitivement. Charlie Kenyé, en 2 minutes, peut-être pour votre mot également sur cette thématique. On rappelle que selon les experts, au bout de 6 mois de guerre, la Russie en sortira perdante vis-à-vis de ses voisins, mais aussi de la Chine, dont ces derniers considèrent qu'elle est une sorte de valet. Votre avis, Charlie Kenyé, en 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine et non une guerre. Parce que lorsqu'on parle de guerre, les États-Unis ont fait une guerre en Irak. Mais on parle dans le cas d'espèce ou dans le cas ukrainien d'une opération militaire spéciale. C'est-à-dire qu'en réalité, l'État n'utilise pas tout son potentiel militaire sur le théâtre stratégique du combat. Il faut également rappeler à la conscience africaine que actuellement, pour le cas de la contre-offensive qui a été menée en direction de Kherson, qui a été très bien utilisée par les médias propagandistes occidentaux, comme quoi la Russie a battu chemin. Non, ce n'est plus l'Ukraine à proprement dit qui se bat sur le terrain. D'ailleurs, selon le communiqué du ministère des Armées russes, vous avez les forces spéciales britanniques, les SAS, vous avez les sociétés de sécurité privées américaines, vous avez un certain nombre de mercenaires spécialistes des questions de contre-insurrection et de commandos étrangers et même français qui se battent sur le terrain. Donc en vérité, c'est tout l'Occident qui est en train de se battre sur le théâtre ukrainien. Indirectement, même pour dire de façon simple, c'est l'OTAN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'OTAN qui est en train de se battre sur le théâtre ukrainien. Donc, lorsqu'on parle de la contre-offensive qui a été menée et qui justement a permis à ce qu'il y ait un repli stratégique, et là c'est le spécialiste des questions de défense qui vous parle, il y a eu un repli stratégique des forces russes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que la direction, la contre-offensive de l'armée ukrainienne en direction de Kherson, elle s'est faite en traversant la rivière Ingoulet. Pour ceux qui maîtrisent un peu, c'est la rivière qui sépare l'Ukraine de l'ouest de l'Ukraine de l'est, la rivière Ingoulet. Alors, ils se sont rendus compte que cette rivière, le niveau des eaux de cette rivière est en train de monter. Alors, ils ont battu en retraite. Alors, en battant en retraite, les forces ukrainiennes se sont retrouvées piégées. Pourquoi? Parce que les points de passage qu'ils avaient érigés pour permettre à ce qu'il y ait ravitaillement, ces points de passage ont été obstrués du fait de la montée des eaux au niveau de la rivière Ingoulet. Et ils se sont retrouvés encerclés. Donc en réalité, derrière ce repli stratégique, il y a eu un encerclement tactique. Pour preuve, vous avez par exemple Kirill Stremousov, qui est le chef adjoint de l'administration de Kherson, qui faisait savoir que les forces ukrainiennes ont été piégées dans cette localité-là. Mieux même encore, je tiens à vous rappeler que pas plus tard que ce matin, vous avez la 58e brigade d'infanterie motorisée des armées ukrainiennes qui ont fait une sortie. Il y a une vidéo qui circule sur la toile où le commandant de cette unité menaçait clairement le président Volodymyr Zelensky et tout son état-major de représailles. C'est un commandant en chef, c'est toute son unité qui est menacée parce qu'ils disent qu'ils sont bloqués, il y a un manque de ravitaillement, ils ont les problèmes de famine, ils ont les problèmes d'eau, ils ont même les problèmes de munitions. Ils sont dépités et indirectement, ils sont encerclés par les forces armées russes. Donc quand on vous dit que l'armée russe est en train de perdre du chemin, c'est très faux. Si vous analysez même le potentiel de cette armée, l'armée russe utilise à peine en termes d'effectifs, 12% de ses effectifs. Sur le plan militaire, je prends tous les composantes et autres, à peu près pratiquement 10% de son potentiel. Et je termine avec ça, Manuela Siké. Oui. Aucune armée au monde ne peut vaincre un ennemi qui contrôle votre espace aérien. La guerre aujourd'hui, c'est pourquoi l'élément de force d'un pays en termes d'estimatif sur le plan sécuritaire, c'est sa capacité de défense aérienne. Et je peux vous rassurer que les forces aérospatiales russes contrôlent tout l'espace ukrainien. D'ailleurs, ils ont menacé l'OTAN d'essayer même de faire décoller un hélico. L'espace ukrainien n'a même pas été aujourd'hui violé par un quelconque avion
de l'OTAN. Donc, c'est pour dire que vous ne pouvez pas gagner une guerre contre un ennemi qui contrôle votre espace. Merci. Ce n'est que de la pure propagande. Faut pas en tenir compte. Mais en réalité, l'armée russe, les opérations de l'armée russe évoluent très bien sur le terrain d'ailleurs. Merci. Le président Poutine l'a confirmé récemment. Merci à vous, Monsieur Kenyé. Merci beaucoup, Monsieur Tatinda. En une minute, nous sommes à la fin. Malheureusement, oui. On reviendra sur ce sujet. La semaine prochaine, Madame Sylvie, nous souhaitons que nous revenons pour confirmer ce qu'a dit M. Kenyé. C'est un repli tactique, c'est un repli même tactico-économico-stratégique. Pourquoi? Parce que l'intérêt de Poutine est davantage d'affaiblir les pays européens sur le plan économique. Donc, et on voit que cette guerre met les pays européens dans un état économique lamentable qui fait que les gouvernements commencent à tomber. Le gouvernement d'Italie tombe à cause de la crise économique. Même M. Johnson part en Grande-Bretagne et ça va continuer. Je ne suis pas convaincu que M. Macron risque de finir son mandat. En Europe, on a des pays qui en sont à 20% de taux d'inflation. Donc, vous ne menez pas une guerre. Mieux, l'Europe s'est coupée pratiquement définitivement de la Russie, alors qu'elle avait intérêt, elle, Europe, en tant qu'entité économique, politique, même militaire, disons, de proposer un plan de paix et pouvoir plus tard recoller les bords et construire une véritable Europe intégrant la Russie pour pouvoir parler d'égal à égal avec les États-Unis. Donc, la grande perdante, c'est les pays européens et Washington qui tire les marrons du feu en favorisant ces entreprises à faire des affaires. Mais sur le plan militaire, tout se passe bien. Poutine l'a dit, l'opération spéciale militaire atteindra ses objectifs. On comprend donc que c'est tout simplement de la propagande. Voilà, merci. La vision reviendra sur cette thématique dans une autre édition. Toutes nos excuses à nos chers invités. Merci en tout cas à vous également, Monsieur Tapé Gourbera. Merci d'avoir participé à cette autre édition. Charlie Kenyé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ces analyses pertinentes. Sans vous oublier, Madame Dr Kanga, merci d'avoir été avec nous également ce soir. Merci pour cet engagement et ce soutien. Sans oublier nos téléspectateurs qui ont été nombreux justement. Ils étaient connectés. Ils nous ont suivis de bout en bout. Sans oublier la réalisation Mbolo qui était donc à la manette. On vous laisse en compagnie des programmes d'Afrique de For You Media. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'est sur vos antennes, il y aura les discours des chefs d'État. Vous le savez, à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les chefs d'État sont du côté justement des Nations Unies avec des discours. C'est sur votre télévision For You Media. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à tous. Merci. Merci, Charlie. Merci.